Merci de nous rejoindre à Bruxelles, où les Européens sont très inquiets après avoir été exclus, tout comme les Ukrainiens d'ailleurs, du début des discussions entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine concernant la paix en Ukraine. Un camouflet qui pourrait être lourd de conséquences sur l'avenir et la sécurité de ce pays en guerre et du territoire européen. Alors d'ailleurs, dans l'urgence, le président français Emmanuel Macron a réuni plusieurs fois et par petits groupes les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour tenter de formuler une réponse européenne aux manœuvres américaines et russes. Mais les 27 sont divisés sur les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine et notamment l'envoi de troupes européennes de maintien de la paix sur le sol ukrainien, désirées par les Français et les Britanniques, mais pas par les autres. Quant au renforcement rapide des capacités de défense européennes, il fait débat entre les pays très atlantistes comme l'Italie et la Hongrie et les autres qui se détournent d'une administration Trump jugée peu fiable. Alors pour en parler, 3 eurodéputés sur ce plateau. Tobias Kremer, bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen. Marc Botenga, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge et membre du groupe La Gauche au Parlement. Et puis nous accueillons sur ce plateau Christophe Grudler, bonjour. Bonjour. Eurodéputé français et membre du groupe Renew Europe. Alors, Monsieur Grudler, est-ce que les États-Unis sont en train de négocier la fin de cette guerre sans l'Ukraine, sans nous? Et est-ce qu'ils vont réussir à le faire jusqu'au bout? Alors oui, ils essayent, mais non, ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas possible de trouver une solution définitive en écartant les principaux acteurs, en oubliant les fautes d'origine. C'est quand même un pays qui a été agressé et oppressé par un voisin, au mépris du droit international, et venir aujourd'hui oppresser l'oppressé, c'est clairement pas un bon signal que les États-Unis peuvent envoyer au monde. Eux qui sont le symbole de la liberté qui éclaire le monde dans le port de New York, c'est pas vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt le sentiment d'une oppression et d'une mise à l'écart, une sorte de loi du plus fort qui n'est pas saine pour arriver à une solution équilibrée en Ukraine. Tobias Kremer, avant de vous donner la parole, on va écouter ce qu'a dit Olaf Scholz le 17 février après sa réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron et d'autres leaders européens. Il est désormais très clair que nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et qu'elle peut compter sur nous. Nous nous réjouissons que des pourparlers aient lieu pour obtenir la paix, mais cela ne signifie pas qu'il peut y avoir une paix dictée et que l'Ukraine doit accepter ce qui lui est présenté. Pas de diktat pour l'Ukraine. Pourtant, il y a un risque que les Américains et les Russes demandent une capitulation des Ukrainiens. Pourquoi, Tobias Kremer, l'Allemagne n'ose pas parler peut-être plus fermement à l'allié américain qui est en train de nous lâcher? Mais en fait, l'Allemagne a parlé très clairement. Je viens de retourner de la conférence de sécurité à Munich. C'était Boris Pistorius qui était très très clair dans la réponse contre J.D. Vance, contre le vice-président américain, quand il a dit c'est pas le rôle des Américains de s'ingérer dans la démocratie européenne. Et puis c'était Olaf Scholz, le chancelier, qui était très clair, qui a dit qu'il faut soutenir l'Ukraine et qui a fait quand même des propositions très claires, par exemple, sur les réformes des critères de Maastricht et l'exclusion du financement pour la défense. Ça, c'est très très clair, c'est très concret et l'Allemagne est là, a pris position très très claire. Alors, Marc Botenga, votre famille politique, la gauche, était sur des positions plus pacifistes sur la question de la guerre en Ukraine, on le rappelle. Mais pour autant, est-ce que vous vous réjouissez que Donald Trump ait amorcé des discussions de paix en direct avec Vladimir Poutine, sans les Européens, et aux conditions, semble-t-il, de la Russie? Non, moi ce que je regrette d'abord, c'est que l'Union européenne s'est mise elle-même hors jeu. Ça fait 3 ans presque des guerres et 3 ans que notre groupe propose ici que l'Union européenne prenne une initiative diplomatique ambitieuse. Et à chaque fois, on nous a dit non, c'est pas possible. Quand les Ukrainiens gagnaient du territoire, on disait non, mais on va dégager les Russes militairement, on va gagner cette guerre militairement. Quand ensuite les Russes commençaient à avancer, on disait non, on ne peut pas négocier maintenant parce qu'il faut négocier d'une position de force. En gros, on ne pouvait jamais négocier. L'Union européenne n'a pas pris une seule initiative diplomatique. Des sanctions, on a fait contre la Russie. On a envoyé des armes, du soutien financier à l'Ukraine. Mais le pilier diplomatique... Ça, c'est de la diplomatie quand même, déjà. Non, ce n'est pas la diplomatie, ça c'est le soutien à l'Ukraine ou des sanctions contre la Russie. Ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie, ça serait des pourparlers, de dire est-ce qu'on organise une conférence pour la paix. L'Union africaine a essayé. Et l'Union européenne a été absente. Mais c'est la Russie qui était contre, et aujourd'hui, mais non, c'était certainement tout le monde a voulu négocier. Je veux dire, les Américains, enfin Trump le dit depuis très longtemps, Poutine le disait, mais bon, évidemment avec des conditions, puis Zelensky le disait oui, non, etc. Le rôle de l'Union européenne
pour une guerre sur son territoire aurait aussi été d'organiser une conférence pour la paix. Et les partis traditionnels n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, effectivement, on paye le prix. Non, bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. Pour avoir une paix, il faut être deux. Les Russes sont les agresseurs, ne cessent d'opprimer un on l'a peuple fait en Azerbaïdjan et en Arménie. un Vous l'avez peuple fait en souverain avec des frontières internationalement reconnues. Oui, C'est l'Arménie une aussi. violation du droit international. Absolument. On ne peut pas, nous, admettre ça en disant maintenant on fait la paix et on reconnaît l'annexion d'une partie du territoire Monsieur Grudler, ukrainien. vous n'avez pas eu le même discours quand Israël violait le droit international. Figurez-vous, Israël fait un génocide, vous ne prenez pas de sanctions. Non mais partez sur d'autres sujets quand ça vous gêne. Non, je vous comprends bien. Moi j'ai un discours absolument unique. pas, absolument pas. Monsieur Botenga, Moi je j'ai un défends le discours droit unique. international ici au sein de l'Assemblée. Non mais oui, c'est ça. Oui, vous défendez vraiment le droit international. Moi oui. Je En me Palestine, retiens en de Ukraine sourire. et au Congo. Je me Si retiens on de peut sourire. revenir Alors, on sur va- l'Ukraine, je pense Réaction de Thomas Kremer. parce que là, il y avait et il y a, et je vous dis ça autant que diplomate, parce qu'avant que j'étais élu, je l'ai vu de près. Il y a eu tout le temps des initiatives diplomatiques parce que les Ukrainiens sont les premiers à vouloir la paix. Nous avons essayé d'organiser, y inclus avec les Chinois, des conférences de paix. Et c'était clair, chaque fois, à nouveau, et chaque fois quand je parle avec mes collègues à Moscou, qui sont là, des diplomates, la Russie n'a aucun intérêt à l'instant de... C'est bizarre qu'ils le font aujourd'hui alors. Pourquoi est-ce que quand les parce que Américains le je vous dis font, pourquoi est-ce que quand les Américains le font, c'est possible, mais les Européens Parce que apparemment on les est Américains impuissants. sont en train de sacrifier la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de nous tous. Et nous, de on les l'Europe. a suivis. Mais c'est ça. Non, mais ils sont pendant en train 3 de ans, vous vous êtes mis à la se mettre- remorque des États-Unis. Tout le monde a Évidemment, compris que vous êtes à la aujourd'hui, on est remorque de la dépendant, Russie. Tout le on monde est le sait. dépendant. Non, Il faudrait qu'on parle des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. C'est quand même le vrai sujet et c'est un sujet qui divise les Européens, notamment la possibilité d'envoyer des troupes européennes de maintien de la paix sur le sol ukrainien. C'est une solution qui est plutôt avancée par la France et la Grande-Bretagne. Christophe Grudler, ça peut être une vraie solution de sécurité pour Alors, l'Ukraine? très clairement, oui. Il faut l'avancer maintenant. L'Ukraine, c'est à 1000 km de la France. Donc on est menacé demain. Si on n'agit pas aujourd'hui en Ukraine, demain, les Russes sont en Europe occidentale. Faut être tout à fait clair là-dessus. Donc tout ce qui peut aider à contenir les Russes le plus loin possible de l'Union européenne, il faut absolument le faire. Donc je suis évidemment favorable, à titre personnel évidemment, à envoyer des troupes en Ukraine, pas que pour le maintien de la paix. S'il faut qu'on aille défendre la démocratie, moi je suis aussi favorable Pas dans que le pour cadre le maintien d'un de la accord paix, international. pour faire la guerre aussi. Je vous parle bien à titre personnel, je pense qu'il est tout à fait voilà. important de défendre la démocratie face à des dictatures. Donc s'il faut se lever très fort pour défendre les démocraties, faisons-le. Alors l'Allemagne, en revanche, est beaucoup plus réticente, au moins même sur la notion d'aller poster une force de maintien de la paix européenne, donc sur une zone qui serait une zone de frontière, avec effectivement ce qu'on appelle les garanties de paix qu'on donnerait, alors que ce sont les Américains en vrai qui négocient la paix, mais nous on donnerait les garanties de paix. Pourquoi cette réticence allemande de la Bundeswehr, donc des troupes allemandes en Ukraine, c'est inenvisageable? Non, mais là encore, c'est la question un peu de la diplomatie. On a vu que ce qui a fait Trump. Trump, c'est un mauvais négociateur. C'est la première chose que nous, on apprenne si on a la formation de diplomate, c'est on ne donne pas tous ses atouts et toutes ses demandes avant que les négociations commencent. Et c'est la même chose ici. Notre but devrait être avoir encore les Américains dans les garanties de sécurité parce que cela nous rend plus sécures. Donc c'est dans notre intérêt de les avoir. Trump ne veut pas de soldats américains sur le sol ukrainien. Pour l'instant, Trump dit non. Et c'est en train de négociation. Mais on n'est pas encore entré dans une négociation. C'est pourquoi c'est important, avant qu'on trouve déjà, on a des fantaisies comment ça pourrait être dans quelques années. Non, il faut être très clair. De l'autre côté, il faut avoir les options. Les ministères de Défense sont en train d'envisager tout cela. Mais c'est derrière les portes. Et après, c'est les politiques qui devraient négocier. Et c'est quand même un atout qu'on pourrait amener à la table et mériter notre place à la table sur les négociations de la sécurité de l'Ukraine en Europe. Marc Botenga, du côté de la Belgique, le gouvernement belge n'est pas hostile à cette solution de troupes européennes de maintien de la paix. Il y a la diplomatie, certes, mais il y a aussi le rapport de force. Est-ce que ces troupes envoyées, ça pourrait être une garantie de sécurité pour les Ukrainiens? Mais il faut d'abord qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut voir comment faire respecter ce cessez-le-feu par qui. Ça peut se faire sous l'égide éventuellement même des Nations Unies. J'ai vu dans la presse qu'il y avait des pistes des soldats indiens ou chinois qui iraient sur place. La seule chose qui est importante, c'est qu'on arrive à la paix. Et là, c'est
le contraire de ce que vous proposez, qui est déclarer la guerre à la Russie dans un moment où il y a des négociations. Parce qu'envoyer des soldats européens, je ne sais pas si vous voulez mais la envoyer... guerre, elle continue. Si on ne déclare pas la guerre, elle est en cours, la guerre. Pour l'instant, il y a des négociations, parce que M. Kremer dit que les négociations n'ont pas commencé. Elles ont commencé, et malheureusement, sans les Européens. En Arabie Saoudite, vous avez vu les Russes et les Américains face à face, tandis que les Européens sont exclus. Donc pour nous, effectivement, elles n'ont pas commencé. Mais malheureusement, pour le reste du monde, oui. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous, on peut mériter notre place ? Et ça, c'est pas en disant on va déclarer la guerre. Est-ce que vous allez envoyer vos enfants, vous, faire la guerre en Ukraine ? C'est que la guerre sera demain à notre porte. À notre porte. Arrêtez, on n'aura plus le choix et il sera trop tard. Monsieur Grudler, vous avez une responsabilité en tant que politicien d'expliquer les vraies menaces et les fausses menaces. Les chars russes à Paris, c'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, ce sont des armes nucléaires. Non, mais c'est ça. Je veux dire, les Russes seront à Paris, vous le savez très bien, que ça, c'est pas pour demain. Ils n'ont déjà pas conquis, heureusement, la moitié de l'Ukraine. Par contre, la menace nucléaire est une menace réelle. Et c'est face à cela que vous devez avertir les citoyens, et non pas en faisant déviation avec des fausses. Parlons de justement, vous dites, tous les deux, vous dites la menace russe est bien réelle, elle est à nos portes et ils iront taper sur les prochains sur la liste sont des pays européens. On entend de ce côté-là. Possible retrait de l'aide américaine à l'Ukraine qui repose la question de notre défense. Qu'est-ce qu'on fait pour notre défense ? On augmente nos dépenses militaires, d'accord. Mais est-ce que on n'est pas justement en train de continuer notre dépendance à l'Amérique en achetant des armes américaines à tour de bras et en promettant de le faire d'ailleurs via la Commission européenne. Monsieur Kremer et Monsieur Kobler. Mais déjà, juste pour ajouter une chose, je veux revenir le jour avant l'attaque russe contre l'Ukraine. Les demandes russes n'étaient pas seulement sur l'Ukraine, c'était sur la sécurité en Europe. C'était sur la question où nous, en tant qu'Européens, pouvons avoir notre troupe, nous pouvons être alliés. Et ça montre que ce n'est pas sur l'Ukraine, ce n'est pas une question de l'Ukraine maintenant. C'est une question de la sécurité en Europe. Bien sûr. Et si vous m'écoutez pas de souci, mais je crois qu'il est sérieux que nous devons au moins écouter à nos services secrets qui disent, que ce soit les services secrets allemands, français, danois, ils disent tous que 2028, 2029, la Russie pouvait être capable et est en train de préparer d'être capable d'attaquer le territoire européen, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est pourquoi il faut préparer. D'où la nécessité d'un sursaut dans le développement de notre industrie de défense européenne. Oui. Est-ce qu'il faut continuer à mettre notre argent européen, par exemple, pour acheter des armes américaines ? Christophe Gaudier. Clairement non. Ça serait vraiment la double peine. La solution, c'est un concept. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est un concept, oui, malheureusement. Et donc il faut veiller, c'est tout le travail qu'on fait en commission de la défense avec EDIP, EDIRPA, toutes des thématiques pour renforcer les bases industrielles européennes et pour acheter du matériel européen. Il n'y a rien de pire que d'entendre des gens dire on va maintenant passer à tant % du PIB pour la défense, mais on va acheter américain. Ça serait quand même un comble. Il faut retenir le principe d'autonomie stratégique. Ça veut dire, mot français né dans le livre de la défense en 1993, ça veut dire avoir son destin entre les mains avec un pilier de la défense européen qui ne dépend pas de l'OTAN et qui doit monter, parce que l'OTAN, un jour, ça va être fini, et ça risque aussi d'être fini très rapidement. Et ensuite, il faut qu'on achète du matériel entre Européens, et que les fonds des Européens servent à acheter du matériel de défense européen. Il y a peut-être une division avec les Allemands, entre les Français et les Allemands sur ce point. Patron, c'est seulement un peu plus compliqué que ça. D'acheter des armes, etc., c'est pas comme faire des courses à Monoprix. Hein. Oui, elles n'existent pas encore, elles ne sont pas assez fabriquées. C'est ça. Même si, ASAP est fait pour ça. ASAP est fait pour ça. Mais elle est en train de faire. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez d'armes en Europe pour les acheter. C'est ça le problème. C'est pourquoi il faut d'abord réviser, faire marcher notre industrie européenne des défenses. Et c'est ça qu'on a fait avec EDIP et on a dit. Alors Marc Botenga, votre groupe La Gauche était plutôt opposé à l'adhésion en tant que telle de l'Ukraine pour des raisons sociales. Mais quand on voit que Poutine et Trump désormais disent « Ah ben, de toute façon, l'entrée dans l'OTAN interdit. Peut-être qu'on acceptera l'entrée dans l'UE. Comme garantie de sécurité, ça vous paraît important peut-être ces adhésions à l'Union européenne ? Vous savez, moi je suis pour plus de coopération européenne au niveau défense, au niveau militaire. Mais force est de constater qu'aujourd'hui l'Union européenne n'est pas prise au sérieux, ni par les Russes, ni par les Américains. Donc est-ce que c'est une bonne garantie ? Je pense que ça ne garantit rien à personne parce que pour l'instant,
On n'a même pas de position européenne. On voit bien que les sommets à Paris, là où les uns sont invités, les autres pas, ça ridiculise aujourd'hui l'Union européenne sur le théâtre mondial. Christophe Grudler, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ce serait une garantie de sécurité suffisante pour les Européens? Ça peut être un élément, mais ce n'est pas suffisant, très clairement. Il faut qu'on s'organise au niveau de la défense, au niveau de l'Europe. Alors ça peut inclure aussi la Grande-Bretagne, que je mets dans le même paquet. Il faut qu'on s'organise entre nous et qu'on ne dépende pas des autres. C'est simple. Et après, on peut être des partenaires mondiaux pour la paix dans le monde, etc. Mais on est d'abord là pour assurer la défense de l'Europe. Je préfère d'ailleurs toujours parler de la défense de l'Europe. Je trouve que c'est mieux que de parler de l'Europe de la défense. Ça veut dire protéger nos concitoyens, nos valeurs européennes menacées en fait par des autocraties. Et pour conclure, peut-être être plus indépendant de nos alliés américains qui sont peut-être en train de nous lâcher, Tobias Kremer? Notamment de l'OTAN et versus le traité, finalement, l'article 42.7 du traité de l'Union qui prévoit une assistance mutuelle? Déjà, l'Union européenne prévoit une assistance de support, de soutien militaire mutuel, mais je crois quand même que l'Union européenne ne devrait pas devenir l'OTAN 2.0. L'OTAN a une fonction très claire qui est vraiment aussi au niveau militaire, coordination, commande, etc., etc. Et je crois qu'on a besoin de l'OTAN. Il faut amplifier le pilier européen de l'OTAN et devenir moins dépendant aussi des Américains en Europe. Mais je crois quand même que l'alliance transatlantique reste importante. Notre sécurité dépend de la dissuasion nucléaire. Et la dissuasion nucléaire, c'est pas si facile. C'est pas si facile que la bombe nucléaire française ou britannique peut remplacer l'arme nucléaire américaine. Il faut avoir toute la gamme entre tactique, stratégique, etc. Merci. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un autre débat peut-être. Merci à vous d'avoir participé à celui-ci. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.